Alors, précisément, l'un des objectifs de ce chapitre, c'est de dépassionner ces débats et de voir en quoi l'information, hein, comprise au sens large, peut affecter le système international. Donc, je partage avec vous quelques remarques, trois ou quatre, qui ont trait aux interrogations posées par Doug David. Le premier constat, c'est qui est assez naïf, hein, mais qui est important de rappeler, c'est que dans cette guerre d'information, le champ de bataille est mondial. Les opérations se déroulent en permanence, en temps réel. Le numérique est un puissant égalisateur, hein, au fond. C'est l'arme asymétrique par excellence. Il est accessible à tous les acteurs, pas uniquement aux États, à des acteurs bienveillants ou non, évidemment. Ça, Nicolas le mentionnera tout à l'heure. Il met les groupes criminels sur un pied d'égalité avec les entreprises globales ou les acteurs étatiques. Les exemples sont évidemment abondants dans les derniers mois, hein. Je fais référence en particulier aux cyberattaques WannaCry qui ont été attribuées de façon plus ou moins directe à la Corée du Nord. Donc cette guerre d'information ne met pas seulement aux prises les États entre eux, elle épargne le sang, tout en montrant une très grande efficacité pour défaire l'ennemi en s'attaquant à l'esprit des gens, hein, pour paraphraser Hannah Arendt. Et je reviendrai plus tard sur le rôle des grandes plateformes, hein, des grands acteurs numériques dans cette guerre d'information. Deuxième constat qu'il est important de rappeler, c'est que les démocraties sont les cibles privilégiées de cette guerre d'information. Elles déstabilisent les citoyens via les réseaux sociaux pour pervertir leurs institutions. Et le débat public. Ça, évidemment, on l'a merveilleusement vu lors de la campagne présidentielle américaine et campagne électorale suivante, notamment en Europe. Il y en a même en Occident qui suggèrent que la démocratie et ses attributs devraient être considérés comme une infrastructure critique au même titre que les opérateurs de défense, de télécommunications, énergétiques, face aux attaques informatiques que nous subissons et aux manipulations numériques qui travaillent nos sociétés. Plus largement, et ça c'est aussi important de le rappeler hors manœuvre informationnelle, la révolution numérique dans son ensemble, elle altère profondément la démocratie. Aux États-Unis, et ça Laurence l'évoquera mieux que moi, la plupart des problématiques fondamentales de la campagne, des débats entre Trump, Clinton et Sanders, l'emploi, l'immigration, le rapport à la mondialisation, hein, au fond, ont ceci en commun d'être très largement ancrés dans l'anxiété, hein, d'une partie de l'électorat vis-à-vis des conséquences des bouleversements de la technologie. Et aujourd'hui, un geek de San Francisco a davantage de points communs avec, dans la lecture du monde, hein, davantage de points communs avec un programmeur de Bangalore, un capital risqueur de Londres, voire un hacker à Saint-Pétersbourg, que ses propres concitoyens du Midwest aux États-Unis. Ça, c'est un point absolument fondamental. On retrouve les mêmes problématiques en France, à une échelle moindre, pour différentes raisons, évidemment. Tout ceci pour dire que la fracture numérique, aujourd'hui, est un puissant ferment de déstabilisation socio-économique et politique, pour le coup. Pour le coup, la portée de tous les discours populistes qu'on a vu émerger au fil des ans et qui sont traduits l'année dernière, hein, évidemment, par l'élection de Trump, elle est considérablement démultipliée par le recours numérique, réseaux sociaux, les sites d'information dits alternatifs, hein, qui surfent sur cette vague de méfiance vis-à-vis des élites politiques, de tout le mainstream médiatique et politique. Certains États en profitent évidemment, hein, pour défendre leurs propres intérêts stratégiques et qui ciblent prioritairement toutes les franges de l'opinion publique qui sont lasses, pour le coup, hein, de ce mainstream politique et médiatique, accusés de tous les maux, hein, et qui sont avides d'informations alternatives, d'autres types de contenus, au fond. Voilà. Troisième constat, qui est tout aussi fondamental, c'est que les modes d'action de cette guerre d'information sont très variés. Ça concerne aussi bien les attaques personnelles contre les dirigeants, la divulgation massive d'informations, enfin de données confidentielles sur le modèle de Wikileaks, la diffusion de fausses informations, les fameuses fake news dont je vais revenir, la propagande nationaliste, religieuse, etc.
Et parmi ces fake news, justement, se cachent des réalités extrêmement diverses, au fond, puisqu'on a souvent tendance à lui accoler des réalités très différentes. Comme l'intoxication en visée politique, comme le canular, comme la réinformation qui, pour le coup, est davantage une connotation d'extrême droite, la recherche effrénée du clic, du profit, etc. Donc il n'y a rien de fondamentalement nouveau dans ces fake news, dans ce concept de fake news. La démagogie ne date pas d'Internet. Donc la nouveauté n'est pas que la vérité soit falsifiée ou contestée, mais qu'elle soit devenue secondaire, au fond. Et ça, c'est un véritable impact sur la façon dont les discours politiques sont menés et les politiques sont impactés. Le problème également, c'est la surabondance d'informations. Trop de sources avec des méthodes de crédibilité très variables. À ça s'ajoute aussi le danger que la prolifération de fausses informations décrédibilise même le concept d'information. Donc on est pour le coup véritablement perdu, à la fois les opinions publiques comme les décideurs. À travers tout cela, il ne s'agit pas non plus de clouer au pilori Internet, mais il faut reconnaître également qu'il est devenu le médium absolu dans la propagation de cette post-vérité dont il a été beaucoup question depuis un an. Ces algorithmes, les réseaux sociaux également, nous enferment dans une bulle cognitive où on risque assez peu d'être exposé aux démentis des idées qui sont les nôtres. Donc au fond, c'est extrêmement délicat de sortir d'une logique très captive et de ne pas parler à nous-mêmes. Voilà. Tout cela est alimenté par l'essor des moteurs de recherche, évidemment, et des réseaux sociaux comme moyen d'information. Donc pas seulement comme support et comme outil, mais comme moyen d'information. Et ça a des conséquences absolument fondamentales. Tout cela pose la question de la responsabilité des plateformes, les Google, Facebook, Apple, Amazon, etc., qui sont désormais sommés d'agir pour maîtriser le comportement des usagers. Les principales puissances européennes aujourd'hui ont chacune à leur manière, évidemment, français, allemand, britannique, etc., entamé des discussions avec ces plateformes pour essayer justement de maîtriser le comportement des usagers. La commissaire européenne au numérique vient tout juste de lancer un groupe d'experts sur les fake news, ce qui est un début de traitement de ce dossier. Mais les divergences d'approche persistent, évidemment. Entre des États qui ont une approche très régulatrice, très verticale du sujet, et des acteurs du numérique qui sont encore empreints d'une logique très libertarienne et qui considèrent que tout ce qui limite la liberté d'expression, au sens américain du terme, est à proscrire. Donc là, on se heurte vraiment aux différences de conception politique vis-à-vis de l'Internet comme objet. Quatrième constat, en contrepoint de ce que je viens de dire, pour l'analyse des relations internationales, la formidable puissance aujourd'hui qui est détenue par ces acteurs de l'Internet ne peut qu'interpeller, en bien ou en mal, peu importe, on ne sommes pas là pour juger, mais cette puissance vient profondément bouleverser et déstabiliser les équilibres traditionnels, tels qu'on les a connus et pratiqués depuis des années et des décennies. Est-ce que ces acteurs vont façonner à leur mesure les relations internationales telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui? La question est ouverte, mais ces acteurs commencent déjà à influer sur les pratiques diplomatiques. Donc je n'ai pas le temps de m'appesantir sur le sujet qui a été traité dans ce Ramsès. On pourra en discuter par la suite. Mais ce qui est frappant, c'est au fond, c'est de continuer à parler de ces GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, comme des géants de l'Internet, des géants du numérique, alors qu'en fait, ces sociétés, elles ambitionnent de changer le monde par le numérique. Donc, elles se situent dans un cadre beaucoup plus large que l'activité qui est la leur au quotidien. Une personnalité comme Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a une vision très précise du monde qui l'entoure, de l'état de nos sociétés également. C'est également, je dirais, le rédacteur en chef le plus puissant du monde, puisque vous avez peu de médias aujourd'hui qui peuvent se targuer de disposer de quasiment 2 milliards de personnes comme audience. Il n'est pas le seul, évidemment. Et tous ces acteurs du numérique prennent aujourd'hui des positions fermes, voire assez tranchées, sur certains sujets. L'éducation, la santé, au départ apolitique. On l'a très bien vu après les émeutes de Charlottesville aux États-Unis,
ça Laurence pourra peut-être l'évoquer, et quitte parfois, dans certains cas, à s'arranger avec les pratiques des États autoritaires. Ça, on l'a bien vu aussi récemment avec la question du maintien de la présence d'Apple en Chine, avec une accommodation avec les pratiques des autorités de Pékin. Donc tout ça est un début de rupture qu'on a essayé de traiter dans ce Ramsès. Rupture qui sera évidemment amplifiée et bouleversée par l'essor considérable d'autres technologies du numérique, comme l'intelligence artificielle, dont il n'a pas été question dans ce chapitre, et qui vont requérir des réflexions, pour le coup, éthiques, bien supérieures à tous les débats qu'on va avoir, et dont il a été question jusqu'à présent dans nos travaux. Voilà, je m'arrête là.